Et si on pouvait déplacer notre planète? Alors, ce que je dis, ça peut sembler absurde, mais il y a une vraie idée derrière. On en a déjà parlé sur la chaîne, les voyages spatiaux sont compliqués. Un être humain, c'est fragile, il faut de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture, de la gravité, une protection contre les radiations et surtout, il faut des années, voire des millénaires pour atteindre la moindre étoile voisine. Enfin bref, construire un vaisseau spatial capable de maintenir des humains en vie pendant plusieurs générations, c'est un cauchemar d'ingénierie. Et même si on y arrivait, même si on construisait un vaisseau générationnel parfait, on serait confronté à un autre problème, l'isolement. Enfin bref, construire un vaisseau spatial capable de nous amener vers d'autres étoiles, c'est extrêmement compliqué parce que notre corps, toute notre biologie, est faite pour fonctionner sur Terre et uniquement sur Terre. Ce qui nous fait revenir à notre question, et si on pouvait transporter la Terre avec nous? Alors oui, ça a l'air d'être de la pure science-fiction. C'est le genre d'idée qu'on s'attend à voir dans un film à gros budget, pas dans un article de recherche en astrophysique. Et pourtant, c'est physiquement possible, ça ne viole aucune règle de la physique en principe. Et on a même un concept très sérieux qui porte un nom, le moteur stellaire. L'idée, en fait, c'est que pour déplacer la Terre, on va pas juste attacher des fusées géantes dessus. Parce que déjà, ça détruirait l'atmosphère, ça provoquerait des tremblements de terre catastrophiques, et surtout, ça nous éloignerait du Soleil. Et sans Soleil, la Terre gèlerait en quelques jours. Les océans deviendraient des blocs de glace solides, toute vie disparaîtrait. C'est un petit peu le scénario du film The Wandering Earth, où l'humanité essaye de propulser la Terre hors du système solaire. Alors visuellement, c'est incroyable, mais scientifiquement, c'est un suicide collectif. Donc non, pour déplacer la Terre en sécurité, il faut aussi déplacer le Soleil. Parce que si on déplace le Soleil, sa gravité va entraîner tout le système solaire avec lui. La Terre, Mars, Jupiter, les astéroïdes, les comètes, tout devrait suivre. C'est un petit peu comme si vous vouliez déplacer une famille de canetons. Vous n'avez pas essayé de les attraper un par un et les mettre dans une boîte, vous allez simplement attirer la mère canne avec un petit peu de pain, et tous les canetons vont suivre naturellement, en gardant plus ou moins la même formation. Et bah, le Soleil, c'est un petit peu la maman canard du système solaire. On prendrait notre étoile, notre source d'énergie, notre écosystème, et on partirait en balade dans la galaxie. On n'aurait pas besoin de construire des serres hydroponiques fragiles ou des générateurs d'oxygène artificiel qui tomberaient en panne. On aurait déjà tout ce qu'il faut à l'échelle planétaire. On garderait nos saisons, nos jours, nos nuits, notre gravité parfaite de 1G, et on voyagerait dans le confort absolu de notre propre biosphère. Ce serait un petit peu le vaisseau spatial ultime qui nous protégerait de tout et qui serait parfaitement adapté à notre survie. Alors, ok. Mais déplacer une étoile, déplacer notre Soleil, quand je dis ça, ça paraît complètement impossible. Parce qu'une étoile, c'est tellement gros, c'est tellement massif, c'est tellement immobile, que ça paraît presque impossible à déplacer. C'est d'ailleurs à ça qu'on distingue les étoiles des planètes depuis l'Antiquité. Les étoiles, c'est justement ce qui semble fixe dans le ciel. On les appelle étoiles fixes par opposition aux planètes, qui veut littéralement dire des astres errants. Alors on s'imagine le Soleil comme un point d'ancrage immobile, lourd, massif, autour duquel tout tourne. C'est rassurant, ça donne un repère, mais c'est une illusion d'optique. Parce que, en réalité, les étoiles sont beaucoup plus mobiles qu'on le pense. Le Soleil n'est pas immobile, rien n'est immobile d'ailleurs dans tout l'univers. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, notre Soleil file à travers l'espace à une vitesse d'environ 230 km par seconde. C'est extrêmement rapide quand on prend le temps de se représenter, 230 km à chaque seconde. Pour vous donner une idée, à cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en moins de 3 minutes. Et pourtant, quand vous regardez le ciel, rien semble bouger. Tout a l'air parfaitement immobile. C'est parce que les distances dans l'espace sont tellement gigantesques que même à 230 km par seconde, les étoiles semblent figées à l'échelle d'une vie humaine. Il faudrait observer le ciel pendant des dizaines de milliers d'années pour voir les constellations se déformer à l'œil nu. Mais le mouvement est là, il est réel. Notre Soleil orbite autour du centre supermassif de la Voie lactée, entraînant avec lui toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les comètes de notre système solaire. Il lui faut environ 226 millions d'années pour faire un tour complet. C'est ce qu'on appelle une année galactique. D'après certains scientifiques, la dernière fois que le Soleil était exactement à la même position dans la galaxie qu'aujourd'hui, la Terre était peuplée de dinosaures.
Et d'ailleurs, depuis la formation de la Terre, notre système solaire n'a fait que 20 tours complets autour de la galaxie. 20 orbites de 4,8 milliards d'années. Ça vous donne une idée de l'échelle de temps dans laquelle on raisonne quand on parle de navigation galactique. Donc d'abord, la première chose à comprendre, c'est que le Soleil est déjà un vaisseau spatial en mouvement. Il a déjà une trajectoire, il trace déjà sa route à travers le vide intersidéral. La question n'est pas de savoir si on peut faire bouger l'étoile, puisqu'elle bouge déjà. La question est de savoir si on peut modifier sa trajectoire, si on peut prendre le volant, si on peut décider d'aller un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, au lieu de suivre aveuglément l'orbite galactique. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui est capable de faire bouger un objet aussi massif. Le Soleil représente 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est une boule de plasma incandescente d'1 million de kilomètres de diamètre. Comment est-ce qu'on pourrait influencer la trajectoire d'un monstre pareil? Eh bien, la nature le fait déjà, en permanence grâce à la gravité. Prenez Jupiter par exemple. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle est massive. Et bien que le Soleil attire Jupiter pour la faire tourner autour de lui, la gravité fonctionne dans les deux sens. Jupiter attire aussi le Soleil. Et c'est cette attraction mutuelle qui fait que le Soleil ne tourne pas parfaitement sur lui-même comme une toupie mobile. Il oscille, il décrit des petits cercles. Jupiter exerce une force sur le Soleil lui-même, ce qui le fait bouger de 12 mètres par seconde. C'est infime par rapport à la taille d'une étoile, mais c'est bien réel. Et ça, c'est pas qu'un détail théorique, c'est exactement comme ça que les astronomes détectent déjà la majorité des exoplanètes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. En fait, quand on veut détecter une exoplanète, on voit pas directement la planète, parce qu'elle est beaucoup trop loin, beaucoup trop petite et beaucoup trop sombre. C'est un petit peu comme essayer de voir un moustique voler autour des phares d'une voiture à des kilomètres de distance. Alors, on observe la lumière de l'étoile. Si l'étoile s'approche légèrement de nous, tirée par la gravité de sa planète invisible, sa lumière se décale très légèrement vers le bleu. Si elle s'éloigne, sa lumière se décale très légèrement vers le rouge. C'est un petit peu comme l'effet Doppler. C'est exactement le même principe physique qui fait que les sirènes d'une ambulance vous paraissent plus aiguës quand elles s'approchent et plus graves quand elles s'éloignent. Du coup, c'est en mesurant ces infimes variations qu'on peut déduire qu'une planète invisible est en train de tirer gravitationnellement l'étoile, la forçant à bouger. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert la toute première exoplanète en 1995. Donc, la science nous prouve que les étoiles, même les plus massives, ne sont pas des blocs de béton inamovibles. Elles sont sensibles à leur environnement, elles réagissent aux forces qu'on leur applique, elles bougent, elles peuvent être déviées. Sauf que pour dévier le Soleil de manière significative, pour vraiment choisir la destination dans la galaxie, la gravité seule ne suffit pas. Il faudrait placer un objet de plusieurs fois la taille de Jupiter juste à côté du Soleil pour le tracter. Et ça, c'est littéralement impossible. On n'aurait même pas la matière pour construire ça. Et même si on démontait toutes les planètes du système solaire pour en faire une seule boule géante, ça ne représenterait qu'une infime fraction de la masse du Soleil. Ça ne suffirait pas à le faire bouger de manière significative. On a besoin d'une autre approche. On a besoin d'une force qui ne dépende pas de la masse, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil. Et cette force, elle est partout autour de nous, on la voit tous les jours, on la sent sur notre peau chaque été, c'est la lumière. La lumière, de base, ça nous paraît pas matériel. C'est pour beaucoup juste de la clarté ou de la chaleur. Quand vous allumez une lampe torche dans le noir, vous ne sentez pas le recul dans votre main, comme si vous tiriez avec une arme à feu. Quand vous vous mettez au soleil sur la plage, vous sentez la chaleur sur votre peau, mais vous ne vous sentez pas poussé en arrière. Et pourtant, la physique quantique nous dit le contraire. La lumière se comporte pas juste comme une onde, elle se comporte aussi comme une particule qu'on appelle des photons. Les photons, ce sont des particules un petit peu étranges, ils n'ont pas de masse au repos, alors ça c'est vrai, mais ils ont une énergie. Et selon les équations d'Einstein, toute particule qui a de l'énergie et qui se déplace à la vitesse de la lumière transporte une quantité de mouvement. Ça veut dire que quand un photon frappe un objet, il le pousse très légèrement, de manière imperceptible à notre échelle, mais il le pousse. C'est ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est une force réelle, mesurable, qui s'exerce sur tout ce qui est éclairé. Et ça, on peut l'expérimenter chez soi, notamment grâce à ce genre de petits objets, des moulins qui tournent juste grâce à la pression de radiation. C'est une force réelle, mesurable et qui s'exerce sur tout ce que vous éclairez.
Pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes sur une patinoire, debout sur des patins à glace, parfaitement immobile. Quelqu'un vous lance des balles de tennis. À chaque fois qu'une balle vous frappe et rebondit sur vous, elle vous transfère un tout petit peu de son élan. Mais si on vous lance des millions de balles de tennis par seconde, vous allez commencer à glisser doucement en arrière. C'est exactement ce que fait la lumière. Et ça, c'est exactement le principe des voiles solaires. L'idée a été proposée pour la première fois en 1921 par Konstantin Tsiolkovsky. Le principe, c'est qu'au lieu d'embarquer des tonnes de carburant chimique lourd, on déploie une immense toile ultra fine, ultra réfléchissante dans l'espace. Les photons émis par le vent solaire viennent frapper la voile. En rebondissant dessus, ils transfèrent leur quantité de mouvement à la voile, poussant la voile vers l'avant. La poussée est minuscule. Au début, le vaisseau accélère à peine. Mais contrairement à une fusée chimique qui brûle tout son carburant en quelques minutes, la voile solaire est poussée en permanence. Tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'accélération. Et au bout d'un certain temps, cette petite poussée constante s'accumule et la vitesse devient phénoménale. En 2010, l'agence spatiale japonaise a prouvé que ça fonctionnait en déployant Icaros, la toute première voile solaire interplanétaire qui a voyagé jusqu'à Vénus propulsée uniquement par la lumière du Soleil. La lumière pousse la matière, c'est scientifiquement prouvé. Mais la lumière ne se contente pas juste de pousser des voiles ultra légères fabriquées par l'homme. Elle peut aussi modifier la trajectoire d'objets naturels beaucoup plus massifs. Et c'est là qu'on va commencer à faire le lien un petit peu avec notre histoire de moteur solaire. Prenez les astéroïdes. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la mission DART de la NASA en 2022. L'objectif était de tester notre capacité à dévier un astéroïde qui menacerait la Terre. La NASA a envoyé une sonde s'écraser à 23 000 km sur Dimorphos, un petit astéroïde. L'impact a fonctionné, modifiant l'orbite de l'astéroïde. C'était spectaculaire, brutal, très hollywoodien. Mais ce que les astronomes savent depuis longtemps, c'est qu'il existe une autre force, beaucoup plus subtile, beaucoup plus silencieuse, qui dévie les astéroïdes en permanence sans qu'on ait besoin de tirer dessus, l'effet Yarkovsky. C'est un phénomène fascinant, et pour le comprendre, il faut imaginer un astéroïde qui tourne sur lui-même dans le vide spatial. Comme la Terre a un côté jour et un côté nuit, l'astéroïde a une face exposée au Soleil qui chauffe, qui emmagasine de l'énergie thermique, et puis au fur et à mesure que l'astéroïde tourne, cette face chaude se retrouve dans l'ombre du côté nuit. Là, elle commence à refroidir en émettant de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. C'est-à-dire en émettant des photons infrarouges. C'est exactement le même principe que quand vous sortez d'une voiture qui était garée au soleil. Le capot irradie de la chaleur. Sauf que dans le vide spatial, cette chaleur ne peut pas se dissiper par convection comme sur Terre. Elle ne peut partir que sous forme de photons. Et comme on l'a vu avec la voile solaire, les photons transportent une quantité de mouvement. Et étant émis par la surface chaude de l'astéroïde, ces photons infrarouges agissent exactement comme les gaz d'échappement d'une fusée. Ils agissent comme des minuscules propulseurs poussant très légèrement l'astéroïde dans la direction opposée. La poussée est ridiculement faible, mais sur des millions d'années, cette simple émission de chaleur asymétrique, cette simple lumière infrarouge invisible à l'œil nu, suffit à modifier complètement l'orbite d'un astéroïde de plusieurs millions de tonnes, le poussant lentement vers le Soleil ou l'éloignant selon le sens de rotation. La lumière, par sa simple présence et sa dissipation thermique, a le pouvoir de déplacer des montagnes de roches dans le vide spatial. Donc, si on récapitule, la lumière pousse des voiles solaires. La lumière dévie des astéroïdes de plusieurs millions de tonnes, et notre Soleil, lui, émet une quantité de lumière absolument phénoménale dans toutes les directions, en permanence, depuis 4,6 milliards d'années. Alors pourquoi est-ce que cette lumière ne déplace pas le Soleil lui-même? La réponse, la symétrie. Le Soleil est une sphère quasiment parfaite. Il émet sa lumière de manière uniforme dans toutes les directions. La pression qui pousse vers la gauche est exactement annulée par la pression qui pousse vers la droite. Le Soleil est en équilibre, il ne bouge pas de lui-même. Mais que se passerait-il si on brisait cette symétrie? Que se passerait-il si on empêchait la lumière de partir d'une direction? C'est là qu'intervient la machine de Skadov. En 1987, le physicien soviétique Leonid Skadov publie un article qui va devenir un classique de l'ingénierie mégastructurelle. Il ne s'agit pas d'une machine complexe avec des engrenages ou des réacteurs nucléaires, il s'agit tout simplement d'un miroir.
Un miroir gigantesque, de la taille d'une planète, en forme de demi-sphère ou de parabole. On placerait ce miroir titanesque à une certaine distance du Soleil. Et attention, un détail crucial, on ne le mettrait pas en orbite. Si on le mettait en orbite, il tournerait autour de l'étoile, poussant l'étoile un coup à gauche, ensuite à droite, mais du coup l'effet global s'annulerait. Non, en fait, on le placerait en vol stationnaire, fixé par rapport au Soleil. C'est ce qu'on appelle un statite, un satellite statique. Mais du coup, comment est-ce que c'est possible de rester fixe au-dessus du Soleil sans tomber dedans à cause de la gravité? C'est là qu'intervient la pression de radiation. Le miroir serait conçu pour être extrêmement fin et léger, mais extrêmement vaste. La gravité du Soleil tirerait le miroir vers lui, mais en même temps, la lumière du Soleil frapperait le miroir et le repousserait vers l'extérieur. Si on calcule bien la masse du miroir et sa surface, on peut faire en sorte que la pression de la lumière annule exactement la force de gravité. Le miroir flotterait au-dessus du Soleil, parfaitement immobile, soutenu uniquement par la lumière. C'est un équilibre délicat, mais c'est mathématiquement possible. Et c'est là que la magie opère. D'un côté du Soleil, la lumière part normalement dans l'espace. De l'autre côté, elle frappe le miroir et rebondit vers le Soleil. Le miroir renvoie la lumière et cette lumière renvoyée pousse le Soleil dans une direction opposée. On a brisé la symétrie, on a créé une force nette. Le Soleil commence à bouger. C'est un concept qui est tellement simple que ça paraît absurde. On utilise la propre lumière de l'étoile pour la pousser. C'est un petit peu comme si vous essayiez de faire avancer une baraque en soufflant sur la voile avec un ventilateur posé à l'intérieur de la barque. Sur Terre, ça ne marcherait pas à cause de la conservation de la quantité de mouvement. Mais dans l'espace, avec un miroir indépendant, maintenu en équilibre par la pression de radiation, ça fonctionne parfaitement. Les équations de la physique sont formelles. Et comme la gravité du Soleil retient toutes les planètes, la Terre, Mars, Jupiter, tout notre système solaire se mettrait à bouger avec lui. Comme si le Soleil était la locomotive d'un train et que les planètes étaient des wagons, attachés par des câbles invisibles qu'on appelle la gravité. On aurait transformé notre système solaire en un vaisseau spatial géant. On n'aurait plus besoin de construire des capsules étriquées pour quelques astronautes. On emmène tout le monde. On emmène les océans, les montagnes, les forêts, les animaux et 8 milliards d'êtres humains. On amène notre histoire, notre culture, notre biosphère tout entière. Alors évidemment, on ne parle pas d'une accélération fulgurante. Le Soleil est très très lourd. Une poussée générée par le miroir de Skadov serait infime. Il faudrait des millions d'années pour que la vitesse du Soleil change de manière significative. Mais à l'échelle cosmique, à l'échelle de la vie d'une étoile, c'est absolument énorme. Parce que l'accélération est constante, elle ne s'arrête jamais. Après 1 milliard d'années de poussée continue, notre système solaire voyagerait à 20 km par seconde. Et nous aurions dévié notre trajectoire naturelle de 34 000 années-lumière. C'est plus d'un tiers de la largeur totale de la Voie lactée. Avec une machine de Skadov, on pourrait littéralement choisir notre place dans la galaxie. On pourrait éviter les zones dangereuses, s'éloigner d'une étoile voisine sur le point d'exploser en supernova, ou au contraire se rapprocher d'un système stellaire pour faciliter son exploration. On deviendrait le capitaine de notre propre destin galactique. Alors évidemment, construire un miroir de la taille de plusieurs planètes pose des défis d'ingénierie qui dépassent de loin nos capacités actuelles. On parle d'une structure dont le diamètre ferait plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Ce serait plus grand que Jupiter, plus grand que la distance Terre-Lune. C'est une structure tellement vaste que si vous étiez posé dessus, vous ne pourriez pas voir les bords même avec un télescope. Il faudrait démanteler des planètes entières comme Mercure ou Vénus, juste pour trouver assez de matières premières. Il faudrait des flottes de millions de robots autonomes pour assembler la structure dans l'espace, panneau par panneau, pendant des siècles. Il faudrait inventer des matériaux capables de résister à la chaleur infernale de la couronne solaire sans fondre ni se déformer. Et il faudrait un système de contrôle capable de maintenir l'équilibre du miroir en permanence, parce que la moindre perturbation, le moindre astéroïde qui viendrait le percuter, pourrait briser l'équilibre entre la gravité et la pression de radiation et envoyer le miroir s'écraser dans le Soleil. Ce serait un projet pour une civilisation de type 2, c'est-à-dire une civilisation capable de maîtriser l'énergie de son étoile. Pour l'instant, on n'est même pas au type 1. On a encore du mal à exploiter correctement l'énergie qui arrive sur notre planète. Mais le fait que ce soit physiquement possible, que les équations fonctionnent, que rien dans les lois de la physique ne l'interdise, c'est déjà énorme.
Et si la lenteur de la machine de Skadov vous frustre, si vous trouvez que 1 milliard d'années pour traverser un tiers de la galaxie c'est un petit peu long, sachez que les physiciens ne se sont pas arrêtés là. En 2019, l'astrophysicien Matthew Kaplan a proposé un concept de moteur stellaire beaucoup plus agressif, beaucoup plus rapide et infiniment plus complexe. Le propulseur Kaplan, c'est la machine de Skadov sous stéroïdes. Au lieu d'utiliser un simple miroir passif qui se contente de réfléchir la lumière, le moteur Kaplan est une machine active. C'est une véritable usine cosmique. Elle utilise une immense station spatiale alimentée par une sphère de Dyson partielle qui concentre l'énergie du Soleil pour chauffer une zone très précise de sa surface à des températures extrêmes. Cette chaleur intense, bien supérieure à la température normale de la couronne solaire, provoque l'éjection d'un puissant jet de vent solaire, un flux massif de particules chargées. Elle utilise des champs magnétiques géants, invisibles mais incroyablement puissants, appelés des collecteurs Bussard, pour entonnoir de ce plasma brûlant. Elle l'utilise comme carburant. Ce vent solaire alimente un réacteur à fusion thermonucléaire titanesque situé au cœur de la station. La réaction fusionne l'hélium et l'hydrogène capturé et recrache ensuite un jet de plasma d'hydrogène 14 à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est une ingénierie de l'extrême, une maîtrise absolue de la matière et de l'énergie à une échelle qui défie l'entendement humain. Et ici, le génie de Kaplan, c'est la manière dont il résout le problème de la propulsion. D'un côté, la station tire sur le Soleil avec un jet de particules pour le pousser, agissant comme un propulseur géant directement braqué sur l'étoile. De l'autre côté, elle tire un jet de plasma dans le vide interstellaire pour se propulser elle-même et rester à la bonne distance de l'étoile, évitant ainsi de s'écraser sous l'effet de la gravité. C'est un remorqueur cosmique, un tracteur stellaire qui tire le Soleil derrière lui. Et les performances sont d'un tout autre niveau. Le moteur Kaplan consommerait des millions de tonnes de masse solaire par seconde. Des millions de tonnes par seconde, ça paraît être un gaspillage colossal, mais il faut remettre les choses en perspective. Le Soleil perd déjà naturellement 4 millions de tonnes par seconde, juste en brillant, en convertissant de l'hydrogène en hélium par la fusion nucléaire. C'est le prix de la lumière. Et le Soleil est tellement massif, tellement gargantuesque, qu'il pourrait continuer à ce rythme pendant 5 milliards d'années avant de s'éteindre. Donc même en ajoutant la consommation du propulseur Kaplan, on ne raccourcirait la vie du Soleil que de quelques centaines de millions d'années. C'est un sacrifice acceptable quand on considère ce qu'on obtient en échange. Le propulseur Kaplan qui pourrait nous faire parcourir 50 millions d'années-lumière en seulement 1 million d'années. C'est assez rapide pour esquiver n'importe quelle catastrophe galactique à court terme, comme l'explosion d'une supernova voisine ou le passage à travers un nuage de poussière interstellaire très dense. C'est assez rapide pour aller rendre visite à Proxima du Centaure, notre plus proche voisine, en quelques dizaines de milliers d'années. On peut d'ailleurs aller encore plus loin, parce que le propulseur Kaplan, aussi impressionnant soit-il, a un défaut. Il consomme le Soleil. Il le mange littéralement. Il raccourcit sa durée de vie. Et même si c'est négligeable à l'échelle cosmique, certains physiciens se sont déjà demandé s'il n'existait pas un moyen de déplacer une étoile sans la détruire progressivement. En 2020, un chercheur de l'université de Yale, Alexander Zvoronos, a proposé le Star Tug. C'est un concept qui pousse la logique jusqu'à ses limites. Le Star Tug utilise la pression de radiation comme Skadov, mais au lieu d'un miroir statique, il utilise une flotte de voiles solaires actives, concentrant la lumière pour créer des asymétries thermiques à la surface du Soleil. Ça permettrait de gérer des jets de matière corrélés. C'est encore plus efficace et ce serait capable théoriquement d'accélérer le Soleil à 27% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, on pourrait traverser la galaxie entière en quelques centaines de milliers d'années. On serait plus de simples passagers dérivant au gré des courants galactiques, on deviendrait les maîtres absolus de notre trajectoire. Mais bon, tout ça, c'est de la physique théorique. Personne ne va construire un miroir géant demain matin. On n'a ni les matériaux, ni l'énergie, ni la cohésion politique mondiale pour entreprendre un projet qui s'étalerait sur des millions d'années. On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur comment gérer nos émissions carbone, alors imaginez se mettre d'accord sur la direction dans laquelle on va pousser notre Soleil. Mais ce qui est fascinant, c'est ce que ces théories impliquent. Parce que si c'est physiquement possible pour nous, alors c'est physiquement possible pour n'importe quelle civilisation dans l'univers. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, si on imagine une civilisation capable de déplacer son étoile, on se rend compte que l'univers entier pourrait être beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait penser. Quand on regarde le ciel nocturne, on voit des étoiles qui semblent réparties au hasard, ou qui suivent des courants galactiques prévisibles. Mais si certaines de ces étoiles étaient en fait des vaisseaux spatiaux géants.
si certaines de ces étoiles étaient pilotées par des civilisations avancées qui décidaient de migrer. C'est une hypothèse étudiée par certains astronomes. Au lieu de tendre l'oreille en espérant capter un message radio, on ouvre les yeux et on regarde les mouvements des étoiles. C'est ce qu'on appelle la recherche de technosignatures. Au lieu de chercher des signaux radio qui pourraient se perdre dans le bruit de fond de l'univers, on cherche des anomalies physiques à échelle stellaire. On cherche des étoiles qui auraient des trajectoires anormales, des étoiles qui se déplaceraient trop vite ou dans des directions étranges par rapport à leurs voisines, ou qui accéléreraient sans raison apparente. Imaginez qu'on observe une étoile qui soudainement commence à dévier de son orbite galactique naturelle, comme si elle prenait une sortie d'autoroute. Si on trouvait une étoile comme ça, et qu'on pouvait exclure toutes les causes naturelles comme l'interaction avec un trou noir invisible, ça pourrait être la preuve qu'elle est équipée d'une machine de Skadov ou d'un propulseur de Kaplan. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé de tel. Le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a cartographié avec une précision incroyable la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Et jusqu'à présent, toutes les étoiles qu'on observe semblent suivre sagement les lois de la gravité naturelle. Aucune ne semble avoir de conducteur. Mais l'univers reste vaste. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles et notre technologie d'observation est encore jeune. On ne cartographie qu'une infime fraction de la galaxie avec une précision suffisante pour détecter ce genre d'anomalie. Et même si une civilisation avancée était en train de déplacer son étoile d'un bout à l'autre de la galaxie, l'accélération serait tellement lente qu'il faudrait observer pendant des siècles pour confirmer que le mouvement est artificiel. Peut-être qu'un jour, en analysant les données accumulées sur des générations, on verra une étoile changer brusquement de direction. En tout cas, pour nous, c'est pas dit qu'on puisse déplacer le Soleil tout de suite, ni dans 1 million d'années. Mais ces théories, la machine de Skadov, le propulseur de Kaplan, ça nous force à réfléchir à quelque chose d'important. Ça nous rappelle que d'une certaine manière, notre planète, c'est déjà un vaisseau spatial. C'est notre vaisseau spatial. C'est le vaisseau Terre. Même si pour l'instant, il ne nous est pas trop possible de pouvoir le déplacer à notre guise, c'est notre vaisseau. C'est notre navette qui nous permet de naviguer dans l'espace, dans un espace qui est fondamentalement hostile à toute forme de vie. Dehors, c'est le vide, le froid absolu, c'est les radiations mortelles. À l'intérieur de notre vaisseau, on a tout. On a la gravité parfaite, on a l'oxygène, l'eau liquide, un bouclier magnétique. Et comme c'est notre seul vaisseau, avant de réfléchir à si on peut le déplacer ou l'amener où on veut dans la galaxie, il faudrait peut-être d'abord qu'on se concentre sur comment continuer de le faire fonctionner actuellement. Comment ne pas casser toute sa machinerie, toute son ingénierie interne. Ce qu'on appelle en réalité écosystème, climat, biosphère, tout ça, ce sont juste des mots pour parler du moteur du système de survie de notre vaisseau spatial. Et plus que jamais, c'est important qu'on garde en tête l'importance d'en prendre soin. Parce que si on casse le système de survie du vaisseau Terre, on n'aura pas de canot de sauvetage pour 8 milliards de passagers.